Bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur le salon virtuel de la périnatalité pour ce deuxième jour. Nous sommes en compagnie de Rokia Ozen, donc voilà, qui fait petit coucou à la caméra. Donc Rokia, c'est aussi Miss Psychomote, si vous la suivez sur les réseaux sociaux, voilà, sur le site web. Donc elle est psychomotricienne spécialisée dans l'hygiène naturelle infantile. Donc c'est le sujet de ce matin. Vous pouvez la retrouver également sur les réseaux sociaux et sur son site web. On vous mettra tous les liens d'accès dans le chat. Et également, ce live aussi sera du coup évidemment accessible en replay. On vous mettra aussi toutes les informations en commentaire de ce replay qu'on vous enverra après la diffusion. Rokia, c'est à toi quand tu veux. Bonjour à tous. Du coup, moi, c'est bien Rokia Hossein, psychomotricienne diplômée d'État aussi. Et en effet, je vais vous parler d'hygiène naturelle infantile et propreté, parce que pour comprendre de quoi on parle. En effet, on va s'attaquer au sujet de l'accompagnement du besoin d'élimination de l'enfant vers la continence en autonomie. Donc, si vous êtes là, c'est que ça vous intéresse. Vous voulez savoir comment accompagner le besoin d'élimination des urines et des selles via la communication vers une continence en autonomie. C'est un petit peu ça la définition de l'hygiène naturelle infantile, en tout cas de comment moi je le transmets. Je rappelle que je mets le besoin d'élimination au même niveau, au même titre que les autres besoins physiologiques, notamment le sommeil et l'alimentation. Donc si c'est bien ça qui vous intéresse, vous êtes au bon endroit. Et voici donc ma petite présentation, mais à Marie-Laura très bien, très bien décrit. Donc, en actualité professionnelle en ce moment, c'est un exercice exclusivement libéral au sein de l'Institut de la parentalité de Paris-Sénart. Il y a un autre pôle qui est à Bordeaux, mais du coup, moi, je travaille à celui en Ile-de-France. Et aussi, sur votre canapé, quand je vous accompagne en visio. Enfin, je considère que c'est sur votre canapé. Ou sinon, des fois, dans la chambre de votre enfant pour vous isoler. Mais voilà. Voilà. Et qu'est-ce que c'est finalement l'hygiène naturelle infantile et comment on va la mettre en pratique? J'ai mis un petit peu des petits encadrés pour savoir connaître un peu les bases qui sont un peu les 4 temps. En fait, ça veut dire les 4 étapes. On va y revenir, l'observation, interprétation, verbalisation et proposition. Ça, on ne va pas y échapper. Les 4 outils qui eux, sont issus de l'hygiène naturelle infantile, ce n'est pas moi qui les ai mis en lumière, les signaux, les timings, l'intuition, la suggestion, c'est pas moi. Ce qui intéresse beaucoup les parents finalement, c'est les périodes, à quel moment on peut commencer à préparer, proposer le pot, et enfin les positions et avec parfois quelques refus, et si on a vraiment le temps de vous donner ces explications-là, pourquoi ça ne marche pas à tous les coups. En fait, la première question qui revient, je pense, c'est la principale question qui nous anime un peu tous, c'est vers quel âge commencer à proposer le pot. Donc, pour savoir quand commencer, moi, j'ai coupé les périodes ainsi, en fonction du développement psychomoteur de l'enfant. De 0 à 6 mois, donc c'est la phase qu'on appelle l'étape de la découverte de soi, de l'enfant. Ensuite, de 6 à 18 mois, c'est l'étape de la découverte de l'espace et de la verticalité. En fait, c'est la découverte de l'espace horizontal et l'espace vertical. C'est-à-dire les enfants, quand ils commencent à se déplacer au sol, tourner boulet, tout ça, et verticalité, donc quand l'enfant commence à se mettre debout, il commence à marcher. Et après 18 mois, c'est la période où il a un besoin d'autonomie, où l'enfant il grandit, 18, 2 ans même parfois. Et souvent, quand on parle d'hygiène naturelle infantile, on s'arrête à 18 mois. Et après, à partir de 18 mois, on va parler des termes qui sont de la continence ou apprentissage de la propreté, etc. On va parler d'autres mots avec d'autres termes. Et pourtant, vous allez voir que même après 18 mois, on va reprendre des éléments de ce qu'on aurait vu avant. Donc vraiment, l'hygiène naturelle infantile, il faut le voir comme une base pour la suite. En tout cas, elle nous donne pas mal d'informations pour la suite. Alors, les 3 périodes pour commencer, avec un nourrisson, donc de 0 à 6 mois, avec un bébé de 6 à 18 mois et avec un bambin de plus de 18 mois. Donc, petit rappel tout à l'heure, avec les différentes étapes, vous voyez, ces schémas-là, je les ai créés pour mon livre qui s'appelle Hygiène naturelle infantile, qui est paru en 2021, donc chez Le Duc. Mais on retrouve un petit peu ces étapes de développement
qui sont issus en fait de Michel Forestier, ou kinésithérapeute pédiatrique. Donc voilà, moi je me suis inspirée de ces étapes pour bien segmenter. Alors, pour le nourrisson de moins de 6 mois, déjà on va se demander mais pourquoi pourquoi s'embêter entre guillemets avant 6 mois? Bah, parce qu'il y a des avantages, mais il y a également des désavantages et on va le voir finalement pour chaque période. Les avantages quand on veut commencer avant les 6 mois de l'enfant, c'est que bah, en fait l'enfant, je vous l'ai dit tout à l'heure, il était dans la période de découverte de soi, donc ça veut dire qu'il est dans l'exploration et il est en pleine connaissance de ce qu'il fait pour lui-même et dans son environnement. C'est-à-dire que lui, il était bien confort dans le ventre de maman, et une fois sorti, il va découvrir la pesanteur, il va découvrir l'inconfort de la faim, parce qu'avant, il était nourri de manière continue. Voilà, il va découvrir plein de sensations nouvelles. Donc, en fait, il est vraiment en mode qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi, qu'est-ce qui se passe à l'extérieur de moi, c'est quoi ces lumières, c'est quoi ces bruits. Et en fait, il est très attentif. Il est en mode je veux apprendre, je veux comprendre ce qui se passe. Mais il est limité, évidemment, par rapport à ses compétences. Mais c'est la période où finalement, quand on va être régulier, prévisible, stable dans notre comportement, dans notre approche, l'enfant, il est sécurisé, il est rassuré et il sait ce qu'on va lui donner après, notamment quand il pleure. J'aime bien vraiment donner cet exemple. Quand votre nourrisson il se met à pleurer, nous, on va essayer d'interpréter. Vous voyez, ces comportements, dire peut-être que tu as faim, donc on va le porter d'une certaine manière. Et puis, si c'est bien ça, il est apaisé. Peut-être qu'on va le porter à nouveau, quand il va pleurer, il va à nouveau pleurer, il va à nouveau pleurer, on va le reporter d'une certaine manière. Et finalement, c'est pas ce qu'il veut, parce qu'il voulait pas être nourri, il voulait peut-être dormir. En fait, on va essayer de décoder. Et en fait, notre façon de répondre va aussi influencer sa manière de communiquer. Donc, c'est pour ça qu'il est vraiment en mode j'apprends, j'ai besoin de comprendre pour ma survie, en fait, aussi, et d'intégrer des petits schémas répétitifs. Par rapport aux d'autres avantages pratico-pratiques, eh bien, un enfant de moins de 6 mois, il est plutôt léger, on va dire. Et il y a aussi cette prévisibilité autre dans les pleurs, mais dans le sens où, je veux dire, si on l'a posé à un endroit, on sait que s'il fait pipi ou caca, ce sera à cet endroit-là, il ne va pas se déplacer. Vous voyez, donc il n'y a pas ce oui, mais bon, quand il est grand, je retire la couche, je ne sais pas, il y aura un pipi, par exemple. Donc là, c'est ce côté prévisible dans l'environnement. Il faut comprendre aussi les désavantages, la fatigue de la grossesse et de l'accouchement. Mais ça, c'est plutôt un sujet de société en réalité, parce que quand on est bien pris en charge, voilà, bien pris en compte, qu'on comprend bien le postpartum, finalement, c'est pas un obstacle en soi. Il y a aussi le faible tonus impressionnant du bébé, surtout quand il est tout petit. Vous voyez, ça, on le porte, on sait, oh, comment je fais? Ne t'inquiétez pas, vous allez trouver une bonne posture pour le faire. Oui, aussi la courte durée des congés maternité et paternité, forcément, on se dit: «Est-ce qu'on se lance dans quelque chose alors que je vais reprendre le travail à 2 mois et demi?» Vous voyez? Donc est-ce que ça vaut le coup d'essayer ou pas? Avec la reprise du travail et l'accueil de l'enfant. On se dit: «Mais à l'extérieur, est-ce que ça va suivre ou pas?» Du coup, je vous présente quelques positions avec un nourrisson. Vous voyez, il y en a pas mal. On peut porter du coup l'enfant entre ses jambes avec un petit pot. J'essaie de mettre la couleur pour qu'on distingue vraiment l'objet et des personnages. C'est moi qui les ai dessinés à l'époque pour mon livre. Voilà. Moi, ce que j'aime, c'est vraiment le côté évolutif. Vous voyez, on peut changer, on peut mettre une position comme ça, puis après être assis en tailleur, puis après monter un peu en hauteur au bord d'une chaise, au bord d'un canapé. Il y a aussi les positions pendant la tétée, simplement. Voilà, on peut mettre une serviette, ou parfois on peut mettre un petit pot là, ou bien, vous voyez, la tétée ou biberon, évidemment. Parce que là, j'ai un peu du mal à imaginer qu'on donne un biberon allongé. Pas trop idéal comme position, mais en tout cas, on peut se dire que pendant la tétée, on va anticiper le move, quasiment. C'est-à-dire qu'on se dit, il y a une grande probabilité qu'il va faire pipi ou caca. On va faire du pot à pot, quitte à faire, on le déshabille. Et on n'hésite pas à mettre un linge sur les parties intimes aussi si on a peur du pipi qui sort. En position debout, je vous ai montré cette position-là et je voulais vous présenter celle-là qu'on trouve
assez souvent, je trouve quand même, sur les photos, sur Instagram, et cetera. Là, j'ai vraiment exagéré avec les mains sur les épaules de l'enfant. Parfois, on voit plutôt le parent qui va mettre au niveau des cuisses. Mais c'est pas une position, je trouve, qui est vraiment optimale. Déjà, c'est pas confortable ni pour l'enfant ni pour l'adulte. Le mieux, c'est toujours d'avoir un contact, vous avez vu, au moins dos à ventre. Peu importe la position que vous voulez mettre en place quelque part, garde en tête d'avoir cette position, ce contact dos à ventre, dos de l'enfant à ventre de l'adulte, pour ramener justement une, déjà un enroulement physiologique, certes, mais aussi un relâchement. Avec un bébé de plus de 6 mois, il y a aussi des avantages et inconvénients. Le gros avantage, quand j'entends en consultation qu'il y a un petit frère, une petite sœur qui va bientôt avoir 6 mois, je dis bah on y va quand même, non? Pourquoi pas? Parce que c'est environ la période de la diversification alimentaire. Diversification alimentaire signifie que la nature des selles de l'enfant va changer. Quand elle change, c'est beaucoup plus agréable d'excréter en tout cas des selles de manière physiologique, avec la position physiologique. Il y a aussi la prévisibilité et la cohérence des propositions post-repas, parce qu'avec la diversification encore plus, on va commencer à rythmer, vous voyez, le quotidien de l'enfant avec des repas bien espacés. Et on se dit, si à ce moment-là, on donne à manger, il y a une probabilité qu'il y aura une miction ou une élimination de sel dans la foulée. Et c'est pour ça que c'est la mise en place de routine qui est quand même plus simple que quand un bébé est tout petit, un peu tout à la demande et au rythme de l'enfant, de ses siestes, quand il veut en faire, ou en tout cas, vous voyez. Donc, je trouve que voilà, cette période-là, il y a des choses comme qui s'installent, on est quand même plus rassuré dans notre pratique. On a eu le temps de faire connaissance avec le bébé. Mais il y a aussi des désavantages parce qu'on se dit ça y est, j'ai attendu les 6 mois parce qu'avant j'étais pas prête, j'étais pas prêt, je commence à 6 mois, mais avoir connaissance quand même des désavantages. C'est la période des premiers déplacements, à plus ou moins avant, on est d'accord. J'ouvre les grandes parenthèses, mais voilà. C'est les premiers déplacements avec une exploration qui va être tournée vers l'extérieur, beaucoup moins vers l'intérieur que quand elle était tout petit, entre 0 et 6 mois, parce qu'il était totalement dépendant et quelque part, tout ce qui se passait, il fallait qu'il interprète. Là, il va pouvoir un peu explorer vers l'extérieur, se déplacer, tourner, faire l'horloge, etc. Et ça va beaucoup le solliciter. Il y aura également des intérêts divers. Et ça peut être justement, je ne sais pas, empiler des cubes, ça peut être peut-être aussi marcher, parce que là j'ai dit plus de 6 mois, mais c'est 6 mois à 18 mois en fait, j'aurais dû préciser. Et il y a aussi des phases dites d'intérêt et de désintérêt. C'est pour ça qu'à ce moment-là, il faudra absolument maintenir la régularité si quelque chose a été déjà mis en place. On voit des familles qui vont commencer à mettre en place, par exemple, de 6 mois jusqu'à 12 mois. Ça fonctionne plutôt bien. L'enfant est coopérant, il fait caca au pot, etc. Toujours à la même heure, super. Et on voit d'un coup qu'il refuse. En fait, quand il refuse, alors qu'on a mis en place les hygiène naturelle infantile, c'est se poser la question, mais qu'est-ce qu'il est en train de vivre en ce moment? Est-ce que en ce moment, ce qui l'intéresse, ça va être, je ne sais pas, peut-être de pousser, on va dire, j'ai plein d'exemples dans la tête, mais ça peut être, vous voyez, des jeux de pousser, il aime bien voilà, pousser un peu peut-être le chariot, des choses comme ça. Ça peut dire, tiens, tu sais, ça peut être toi qui vas te déplacer le pot. En fait, il va falloir faire preuve de créativité, en gros, pour maintenir l'intérêt du pot avec son intérêt du moment. Vous voyez, en fait, il va falloir le fusionner. Comme j'ai dit qu'il c'est jusqu'à 18 mois, je peux continuer. Hein. Peut-être qu'un enfant qui commence à marcher, à se déplacer, même un peu fébrilement, on peut lui dire, tu sais, si tu veux, maman va plus te porter jusqu'au pot, parce que tu dès qu'on le portait, parce que marcher à 4 pattes jusqu'au pot, c'était un petit peu long, quoi, le temps de le déshabiller. On dit, aujourd'hui, peut-être que c'est toi qui va marcher, je te tiens la main jusqu'au pot. En fait, il va vraiment fusionner son intérêt. C'est un peu les petites astuces que je donne aux parents vers cette période-là où il y a des désintérêts. Et voici donc quelques positions avec un bébé donc, qui passe de l'introduction du pot au passage aux toilettes. Je vous ai fait, en partant par exemple de là, d'un enfant qui fait des hygiènes naturelles infantiles, et montrer que, vous voyez, on va peut-être évoluer petit à petit.
avec lui. Pas directement de passer de là aux toilettes. Ça peut être hyper effrayant pour les bébés, ils sont tout petits. Et même pour nous, en fait, on n'est pas à l'aise dans nos positions, etc. Alors que là, on se dit, bon, ok, tu as assis au-dessus du pot, regarde, je te porte par exemple au-dessus des toilettes, puis maintenant je monte là-dessus, tu vois, hop, j'ai pris la hauteur, wow, c'est haut là, par rapport au pot quand elle était en bas, notamment, et puis face, je veux dire, à la porte, j'ai envie de dire, mais vous voyez, dos aux toilettes. Et puis après, on ramène des choses qui sécurisent. C'est vraiment, quand on accompagne son enfant, on essaie de faire petit à petit. Parce que parfois, c'est un grand pas, c'est un pas de géant pour l'enfant de passer d'une position où il était confortablement contre son parent à aller, je te pose sur les toilettes. Ou je te pose même sur le pot, face à face. Ça peut être, on reste encore derrière l'enfant, le temps que l'enfant il s'assoit, et ok, d'accord, et puis on fait une semaine, puis la semaine d'après, on dit, regarde, tu vois, je suis derrière toi, mais je te colle plus, quelque part. Je suis toujours là. Puis, tu sais, je peux mettre devant toi comme ça, c'est plus agréable. En fait, c'est vraiment l'idée d'accompagner petit à petit. D'autres questions, j'imagine, qui vont venir avec l'âge. Quel est l'âge le plus propice à l'apprentissage de la continence? Donc, pour un bambin ayant toujours porté des couches, on parle de là, qui n'a pas fait d'hygiène naturelle infantile. Je précise que quand on pratique l'hygiène naturelle infantile, on peut porter des couches. C'est juste qu'on la retire au moment où il y a une élimination. Après, on peut faire des temps d'observation sans couche, mais on en parlera tout à l'heure. Ou est-ce qu'il y a un âge où ça devient plus difficile si on attend trop tard? C'est une grande question. Bah, on va en parler. Pour un bambin de plus de 18 mois. C'est l'enfant. Alors, les avantages, quand même, heureusement, on dit, bah, ça y est, c'est pas trop tard, hein, heureusement. Les intérêts, les avantages, pardon, d'un enfant qui passe au-delà de 18 mois, c'est on va observer ce qu'on appelle les fenêtres d'intérêt avec l'apparition de nouveaux comportements. Par exemple, l'enfant, il refuse la couche. On ne sait pas pourquoi, mais pourquoi du jour au lendemain, tu ne veux plus la couche? Il refuse qu'on le change. Il n'aime plus être allongé sur la table allongée. Je pense qu'à un moment, on arrête, on va se mettre debout, on va changer de position. Ou il nous suit aux toilettes parce que ça y est, il marche. Il court même peut-être jusqu'aux toilettes, vous voyez. Donc, c'est des petits intérêts autour finalement du sujet de besoin d'élimination, mais qui n'est pas nommé tel quel par l'enfant. L'enfant, il ne va pas dire, tiens, je refuse la couche, je veux le pot. Non, il ne fait pas ce lien-là. Sauf si, justement, il a été stimulé à travers des livres ou qui présentaient des personnages. Mais sinon, de lui-même, il ne va pas dire, tiens, je veux le pot. Voilà, s'il n'y a pas de pot à la maison, il ne va pas savoir ce que c'est. Et c'est pour ça aussi qu'il y a d'autres avantages à ce moment-là. C'est, ah oui, il nous suit, il court, et puis peut-être qu'il parle un petit peu. Donc, il va comprendre un peu mieux les propositions. Il y a aussi des demandes qui peuvent être formulées par l'enfant. Ah non, 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 pas couche, pas couche. Vous voyez? Ou peut-être qu'il va dire pipi ou caca. Ou peut-être que si vous avez mis en place la langue des signes, il va faire caca. Vous voyez? Ou pipi. Des choses comme ça. Donc, ça aide un petit peu comme repère pour le parent. Ça le rassure aussi. Et c'est un âge aussi où il est en mesure d'apprendre de nouvelles règles. On fait peut-être pipi caca que dans la salle de bain. Je veux dire, pas dans la cuisine, des choses comme ça. Commencer à encadrer un petit peu. Pas à 18 mois pile, hein, mais vous voyez un petit peu, c'est à partir de 18 mois. Eh bien, pour les désavantages, je trouve quand même qu'ils sont assez nombreux. Quand on démarre pile à ce moment-là, on va dire à cette période-là, alors qu'on ne connaissait pas les bases avant, c'est que les fenêtres d'intérêt, elles sont variables. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, que s'il s'intéresse, la fenêtre, elle s'ouvre. Et puis, si on n'y répond pas, elle se referme parce qu'il va passer à un autre. Et en fait, on va attendre de l'enfant, soit ça l'intéresse de nouveau, ça va être un peu compliqué, soit au contraire, va devoir essayer d'ouvrir un petit peu cette fenêtre. Vous voyez, un peu de le stimuler. Mais ça marche beaucoup mieux quand l'enfant est dans sa fenêtre parce que là, il vit une situation qu'il aimerait un changement. Et en fait, on va lui apporter une réponse. Vous voyez? Tiens, j'aime pas la couche, je sais pas, j'ai chaud dans la couche. Tu sais, il y a une solution, c'est de mettre une culotte. Donc, ok, waouh, super parent, on donne une solution, l'enfant, il apprend. Si l'enfant, il est confort dans sa situation et qu'on va proposer une solution, non, il n'y a pas de problème pour lui. Donc, d'où le fait que on va un peu buter un petit peu à ce moment-là. Donc, moi, pour cette période-là, je dis, soit on essaie de mettre en place des petites routines, quand même,
pour démarrer, soit on attend une fenêtre. Mais quand on attend une fenêtre, on ne sait pas s'il y en aura une avant peut-être les vacances, là, vous voyez, avant la rentrée. Bon, voilà. Et il y a aussi un autre désavantage, c'est que même si l'enfant a commencé avant, je vous le dis, c'est maintenir l'intérêt tout au long. Parce que l'enfant, il a vu. C'est sympa les toilettes, sympa le pot, mais franchement, je préfère aller jouer, etc. Il a vu que c'est pas si stimulant que ça pour lui, ou bien il dit bah, la couche, c'est bien confortable finalement. Je garde la couche, je peux continuer mon jeu, et personne ne m'embête à arrêter mon jeu pour aller aux toilettes, vous voyez. Donc, c'est de travailler vraiment cette motivation toujours et maintenir de l'intérêt. L'habitude de la couche aussi, c'est là que vient une bonne partie de mes consultations. C'est le maintien, voilà, de la couche. L'enfant veut toujours garder la couche, donc il va falloir lui expliquer comment faire pour qu'il y ait d'autres endroits pour éliminer, ou ce que j'appelle l'élimination sélective. C'est-à-dire que c'est un enfant qui va peut-être faire pipi au pot et caca que dans la couche, ou inversement. Pipi dans la couche et caca au pot, vous voyez. Il y a aussi la confusion entre ses envies. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on va lui proposer d'aller au pot alors qu'il est en train de jouer. Si on va lui dire, t'as envie de faire pipi, en fait, non, il a envie de jouer. Donc, on va devoir retravailler, dire, en fait, c'est pas la même chose. Je comprends que tu as envie de jouer, mais là, je pense que tu as besoin de faire pipi parce que tu es en train de gigoter. En fait, voilà, c'est travailler à ce moment-là. Et puis, évidemment, je ne vous cache pas, cette période-là, c'est un peu l'affirmation chez l'enfant avec opposition. Et ça nécessite beaucoup de créativité et des efforts. Et évidemment, là, on est en juin. Je parle évidemment du stress de l'école aussi qui approche. Plus de 18 mois, plus, on est d'accord. Donc, avec tout ça, pour les petits, pour les grands, nourrissons et tout ça, comment on s'y prend? C'est là qu'entrent en jeu les 4 étapes pour démarrer l'accompagnement sereinement. Voilà. Observer, interpréter, verbaliser et proposer. Et ce qui est étonnant, c'est que très souvent, ce qu'on fait, c'est proposer en premier. Mais c'est la dernière étape. Souvent, ce qu'on fait, c'est tiens, je te présente le pot. D'accord, l'enfant il est OK, d'accord. Comment ça marche? Alors avec l'affordance, ça veut dire le fait qu'il va explorer l'objet dans toutes ses dimensions. Bien sûr, il va mettre sur la tête, il va mettre la main dedans, il va grimper, il va faire plein de choses dedans. Mais oui, mais on ne comprend pas. On va peut-être proposer, on va insister avec Petit Ours Brun ou Choupi. Ouais, mais j'ai compris, mes petits héros, ils font pipi, mais moi, je ne sais pas c'est quoi faire pipi. D'où le fait qu'on reprend tout le temps la partie observation, interpréter et verbaliser, parce qu'on ne peut pas proposer quelque chose à un enfant qui ne comprend pas, à part dans la tête, en théorie, ce qui est censé se passer au niveau du pot. Et en fait, quand je dis observer, c'est clairement prendre en flagrant délit l'enfant. Prendre en flagrant délit de pipi ou de caca. On parle en hygiène naturelle infantile de choper le pipi, choper le caca, ou d'attraper le pipi, d'attraper le caca. Parce que ça vient de l'anglais catch a pee au poop. En fait, on l'attrape. Vous voyez, c'est qu'on le prend vraiment en flagrant délit. Et quand on le prend en flagrant délit, ça va donner quoi? Peut-être que là, vous vous êtes dit, je vais tenter un petit temps sans couche le matin. Là, je sais pas, entre 9h et 10h. Et on voit son enfant en train de marcher, on va dire, enfin de courir. Allez, il court. Puis il s'arrête. On dit, ah, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, déjà, on observe un comportement. L'enfant s'arrête. Il se passe peut-être quelque chose de nouveau. Mais souvent, ça s'arrête là. Ou sinon, on fait directement, wow, tu veux le pot? Wow, attention, il y a encore les étapes, je rappelle. Du coup, on va dire, ok, je vois que tu t'arrêtes. Si on peut tenter quand même une proposition au cas où, mais si l'enfant n'a jamais fait pipi au pot, il ne va pas trop comprendre. Il va peut-être dire non. Et en fait, quand on va le voir en train de faire pipi, parce que là, vous êtes en train d'interpréter dans votre tête, dit, attends, j'ai observé un comportement, il s'arrête, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, vous allez lui dire, oh, mais t'es en train de faire pipi, là? Parce qu'il est en train de faire pipi, parce qu'il fait pipi. Mais tu es en train de faire pipi, mais c'est ça, faire pipi. Ah, d'accord. Donc, quand tu cours et que tu t'arrêtes, tu as dû sentir peut-être quelque chose qui t'empêtait, qui te tirait, voilà, au niveau de ton bas-ventre, qui fait qu'après, tu as fait pipi. C'est exactement ça, faire pipi. Maintenant, tu sais, tu vois, ça veut dire ça, faire pipi. Et puis, on va lui dire, on va encourager à recommencer.
mais peut-être dans un endroit plus précis. Donc, ça va revenir sur la prochaine fois que tu cours et que tu t'arrêtes et que tu te sens gêné, peut-être qu'il y aura un pipi, et bien la prochaine fois, soit tu me le dis, soit moi je vais te proposer le pot. Et encore, là, franchement, je suis allée très très vite. Hein. Des fois, moi, je décompose encore plus lentement pour ces enfants-là. C'est vraiment cette prise de conscience de quelque chose de nouveau qui se passe dans le corps. Et c'est pour ça que même les périodes d'observation sans couche, je demande aux parents quand même qu'elles soient préparées. Vous ne laissez pas votre enfant sans couche et allez, hop là. Ah non, si on ne l'observe pas, ça n'a aucun intérêt. En plus, il va être en panique parce que s'il fait un caca dans la culotte, il ne va pas comprendre ce qui se passe, qu'il va, par exemple, se démouler. Donc non, en fait, on le fait plus dans un cadre où, en fait, on peut l'observer et, en fait, on va le prévenir. Tu sais, là, tu m'as dit que tu étais gênée par la couche. Peut-être d'intérêt. Écoute, je te propose une petite culotte pour changer. Tu vois, c'est le même personnage ou autre. Mais sache que, voilà, quand tu auras un besoin de faire pipi, tu sais, souvent, c'est quand ça te tire. Voilà. Eh bien, ça risque de mouiller ta culotte. Tu sais, ça veut dire quoi, mouiller? Et là, on peut très bien montrer un tissu mouillé, etc., pour faire comprendre de quoi on parle. Pas, ça va te mouiller, ça va te mouiller. Vous voyez? C'est vraiment préparer l'enfant avant. Pourquoi? Parce qu'en fait, on va passer de ce qu'on appelle d'une élimination involontaire, donc vraiment l'enfant il n'a pas fait exprès de faire pipi, à petit vers une élimination volontaire. C'est les principes de motricité, de développement en motricité. On passe d'une motricité dite involontaire, même réflexe d'abord, réflexe involontaire, puis volontaire. On ne passe pas d'une motricité réflexe involontaire comme ça. Il faut passer par ce processus d'expérience, de répétition, pour après passer dans une expérience de motricité et là de relâchement volontaire. Est-ce que ça va pour l'instant? N'hésitez pas, si vous avez des commentaires ou des questions pour Rokia, à les poser dans le chat. Hein, n'hésitez pas. Au contraire. Merci. Moi, je vous ai mis ce petit personnage dans la douche parce que je trouve que c'est le moment qui fédère beaucoup aux parents, parce qu'on dit franchement j'ai pas envie de faire un temps sans couche ou en culotte à la maison parce que c'est du carrelage, mon enfant il risque de se casser la figure et de le traumatiser. Vous avez raison. Vaut mieux peut-être pas, mais non, moi on peut le préparer, on peut dire à l'enfant, tu sais, je te mets une culotte, mais quand c'est mouillé, tu as vu, c'est comme quand on met de l'eau, on peut glisser, donc tu sais, si c'est mouillé, au pire tu m'appelles, j'arrive. En fait, on sécurise tout, hein. J'ai envie de dire, on met les balises pour pas traumatiser l'enfant au mieux. Et le moment qui fédère, donc, c'est le moment de la douche. Je ne sais pas si vous allez être 80%, 70% ou même plus à me répondre, dire que souvent quand on va mettre l'enfant sous la douche, on va proposer la douche, il y a un pipi qui arrive. Souvent on dirait qu'il fait pipi. Allez au bout carrément de votre interprétation. Tu es en train de faire pipi là? Waouh, tu es en train de faire pipi dans la douche? C'est ça faire pipi, voilà, c'est ça faire pipi. Et me dire, est-ce que tu as senti comme moi que ça me chatouillait avant que le pipi arrive, par exemple? Et en fait, l'enfant, il va entendre chatouille, va signifier l'annonce d'un pipi. Vous voyez? Et en fait, on va peut-être lui dire que la prochaine fois, par exemple, la prochaine fois que vous allez dans la douche, il refait pipi. Ça fait 2 fois, 3 fois. La prochaine fois, il va dire, tu sais, pendant qu'on est en train de le déshabiller, tu crois que le pipi va arriver dans la douche? Et l'enfant, il va comprendre quelque chose qui est de, comment ça? C'est moi qui vais l'appeler le pipi? Alors que jusqu'à là, c'était peut-être réflexe beaucoup et peut-être un peu involontaire encore. Et en fait, il va passer, vous voyez, dans cette bascule-là, dans sa compréhension de son corps. Ok, donc en fait, ouais, tu sais, viens, on va te mettre dans la douche. Viens, on va l'appeler. À chaque fois que tu fais pipi, on a fait ensemble. Fais-le pour voir. Et hop, souvent, sauf s'il est très, très stressé parce qu'on était trop stressant, peut-être pour lui. Mais en général, ça va le faire. Et là, on dit, tu vois, c'est toi qui l'as appelé. À partir du l'enfant, il prend conscience que c'est une notion de volontaire. On va petit à petit introduire le pot. Mais avant, vous avez vu comment ça peut être compliqué. Quand on va introduire le pot, il s'assoit, il ne comprend pas. Et en plus, comprendre que quand on le met sur le pot et qu'il ne se passe rien, une fois, c'est sympa. 2 fois, c'est sympa. 3, 4, 5, 6 fois, là, votre enfant, il va rejeter les pots. Il va rejeter plus parce qu'il n'a pas confiance dans ce qui se passe. Il sent qu'il est incompétent parce qu'il sait qu'il y a des attentes. Hein. C'est des enfants qui sont très perspicaces. Hein. Vous voyez ce que je veux dire?
D'où le fait qu'on décompose comme ça permet, vous, de vous sentir en sécurité, d'y aller tranquillement. Et puis l'enfant aussi, de dire, OK, là, j'ai acquis cette nouvelle compétence. Et puis peut-être qu'il va se dire, bah, si je le fais avant le bain, mais peut-être que je pourrais le faire également dès que je me réveille, parce que vous allez lui proposer des nouveaux timings. Voilà. Quand l'enfant commence à dire caca, est-ce que ça veut dire qu'on peut essayer de proposer le pot au final? Bah, on peut, à partir du moment où l'enfant, il va faire le lien avec ses sensations. Voilà, les sensations dans son corps. Et en fait, une sensation, c'est juste une information brute, hein. Ça veut dire, c'est un stimulus, on ne sait pas ce que c'est, un bruit, on ne sait pas d'où ça vient, on ne sait pas ce que c'est. Par contre, une fois que quelqu'un va le nommer pour nous, bah, en fait, c'est le bruit de la perceuse du voisin. Même si l'enfant ne voit pas le voisin, il ne voit pas la perceuse, il sait que ce bruit-là, ça correspond à ça. Bah, il l'enregistre dans son répertoire. À lui, sensoriel, il dit, OK, dès que j'entends ce bruit, il va dire, regarde, c'est perceuse du voisin. OK. Mais avant, il ne pourra rien dire. Parce que si on ne lui dit rien, il va essayer de traduire à sa manière, mais quand on va lui donner des traductions sur les sensoriels, et bien là, il sera beaucoup plus à l'aise. Et ça va rentrer dans son représentation. D'où le fait de vraiment nommer les sensations qu'on nous, on peut ressentir quand on a besoin de faire pipi. Et je sais que ce n'est pas évident. Ne vous inquiétez pas, pas besoin d'en donner 50 000. Hein. Ça tire, ça chatouille, ça picote, c'est lourd. Et je précise aussi, d'où la cohérence, la prévisibilité et la régularité. C'est vraiment les piliers par la répétition qui fait que l'enfant est rassuré et prêt à continuer. Alors, quels sont les comportements ou les signaux qui indiquent que l'enfant est prêt pour devenir continent? Est-ce que quand l'enfant se cache, quand il refuse le change, quand il demande le pot ou la culotte? Vous voyez cette fameuse fenêtre d'intérêt. Alors, je rappelle, ou peut-être que vous le saviez déjà, que quand on a mis en place, l'enfant, tout est habitude, j'ai envie de dire. Quand il y a une habitude qui est mise en place, et bien en fait, c'est un frein pour explorer d'autres façons de faire. Ça lui demande beaucoup de courage, quand même, c'est vrai, pour aller faire autrement. Par exemple, un enfant, une habitude vraiment je lui en profite parce que vous êtes là pour connaître. Donc, je dis, j'en profite vraiment vous dire, un enfant qui fait caca debout dans la couche, c'est non. Moi, je vous dis, c'est non. C'est-à-dire que dès qu'on voit que l'enfant il commence à se mettre en vertical, verticaliser, se mettre debout, j'invite rapidement à reprendre la position accroupie qu'il a souvent de manière naturelle quand il est petit. Parce qu'après, ça va être plus difficile de lui redemander de faire accroupi, redemander de lui faire après assis au pot. Parce que l'enfant, il a acquis cette habitude d'enclencher une selle quand il est debout. Et en fait, quand on va lui demander de faire sur le pot, on va lui proposer de faire sur le pot, en fait, l'enfant, il dit, j'y arrive pas. En fait, quand il dit non, c'est je n'y arrive pas, je ne comprends pas comment ça marche. Et juste, on se met à la place de l'enfant. On aura beau lui dire, c'est physiologique, c'est mieux. D'accord, mais bon, jusqu'à là, on l'a laissé faire debout. C'est comme si nous, aujourd'hui, on nous invitait à aller faire nos selles en position accroupie sur des toilettes dites à la turque. Vous voyez? Vous avez beau savoir qu'en théorie, c'est le mieux, mais il y a quand même un petit blocage parce que vous avez une habitude. Ou bien, pour les personnes qui n'ont pas encore mis de marchepied, c'est quand même une étape. OK, je mets un marchepied, mais je suis inquiet, je ne vais peut-être pas sentir la même chose que je sens d'habitude. Oui, je vous confirme, ce n'est pas la même chose que sans marchepied. Donc, avoir vraiment cette conscience que pour l'enfant, c'est un grand pas. Donc, si on peut un peu, je vous ai dit, mettre les balises de sécurité avant, on aura déjà abandonné une mauvaise future habitude. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le circuit neurologique il est déjà prêt pour le pipi. C'est-à-dire que quand les bébés ils sont tout petits, on passe de ce qu'on appelle un arc vessie-réflexe. Moelle épinière, vessie, pardon, donc c'est l'arc réflexe. Parce que dès que la vessie est un peu remplie, hop, la moelle épinière va envoyer l'ordre de faire un pipi. Et en fait, le câble de la vessie jusqu'au cerveau, le cerveau qui fait les commandes volontaires, donc je vous ai dit en motricité volontaire, pareil, commande volontaire, il est déjà prêt. C'est juste une route qui demande à être empruntée. Oui. C'est une route qui demande à être empruntée parce que quand on voit chez les enfants avec qui on pratique l'hygiène naturelle infantile, on dit, mais en fait, finalement, très tôt, l'enfant arrive à différer son besoin, sa miction plutôt, le temps qu'on le déshabille. Au départ, il faut être assez rapide.
Hop, on déshabille, tu fais un pipi. Puis après, on se rend compte qu'on a le temps de le déshabiller. Il a compris qu'il va faire pipi au-dessus du pot, au-dessus du lavabo, peu importe. Il a compris, on voit que, mais ah ouais. Et en fait, il va faire une commande volontaire. J'attends d'être prêt et après, je fais pipi. Vraiment, c'est cette route-là, elle est déjà prête. Il faut juste l'emprunter. Et quand je dis ça, je pense que vous comprenez que plus on l'emprunte tard, on l'emprunte tard, quoi. J'ai envie de vous dire, ça va reprendre du temps. Pas forcément, mais faut tout reprendre, on va dire, à la base, quoi, pour consolider un petit peu cette route. J'ai une petite question, Rokia. D'accord. Morgane, elle demande, je me permets de poser la question, j'ai commencé l'HNI vers les 5 mois et demi de mon bébé. Ça a bien fonctionné. Depuis qu'il rampe et se met debout, il a 8 mois actuellement. Il refuse le WC, ça te fait rire, je pense que c'est le coup classique. Je le maintiens en position assise en mettant mes mains sous ses cuisses et il s'arque en arrière pour se mettre debout et se dégager. Est-ce qu'il faut que je continue à lui proposer comme avant? Est-ce qu'il va de nouveau s'intéresser à l'hyménée ailleurs que dans sa couche? Alors, oui, parce que du coup, c'est exactement ça. Tu vois, cette période un peu de je suis en train d'apprendre des nouvelles choses. Ça m'intéresse moins de faire pipi parce que c'est quand même une perte de temps. Moi, j'ai plus envie de bouger, etc. Ça va être soit il y a la position, peut-être un peu à revoir, donc j'ai pas compris les mains sur la cuisse. Soit on essaie d'entourer. En fait, on fait un moment quand même sympa. Le moment de pipi, pas un moment de contrainte. Quand même un moment privilégié. Tu vois, c'est quand même chouette. On est ensemble. Je te caresse le dos, par exemple. Déjà, on apaise un petit peu ce moment-là et on s'assure que c'est bien le moment de faire pipi aussi, parce que peut-être qu'on n'est pas sûr que c'était le bon moment. Et lui, il est en train de dire non, c'est pas maintenant, mais dans 5 minutes. Ok. Ça peut être aussi de se dire qu'est-ce qu'on pourrait rajouter comme intérêt à ce moment-là pour qu'il reste assis. En fait, il y a plein de petites astuces, mais je ne dirais pas d'arrêter, au contraire, je dirais de continuer en essayant de trouver quel intérêt on pourrait y retrouver. Est-ce que ça va? Parce que du coup, je relise la question pour si j'ai oublié des éléments dans la question. Non, je crois que tu as répondu. Ouais. Elle te remercie pour ton Ah. retour. Elle dit en fait, il n'est pas assis, il est suspendu. Ah, ça veut dire que vous le portez encore, c'est ça? Son dos contre son ventre. Enfin, son dos contre le ventre de la maman. Oui, d'accord, comme la position de base. Ouais. Et en fait, pour l'instant. Vous les assise, les mains sous les cuisses, c'est ça. D'accord, donc porter encore, c'est ça? Ouais, je pense que c'est ça, ouais. D'accord, ok, peut-être. Oui, porter. Oui, porter. Peut-être que là, il ne veut plus être porté. On va dire, tiens, on met au sol ou bien peut-être passer sur les toilettes, vous voyez? Et en fait, c'est à ce moment-là qu'on essaye de trouver qu'est-ce qui correspond. Et quand ça ne marche pas une fois, ça ne veut pas dire que ça ne marchera pas. On va retenter. Tu as vu, tu as fait une fois là, 2 fois, 3 fois. Il faut à nouveau j'ai vu la question qui apparaît, mais en fait, à nouveau un petit peu le rassurer. Elle me dit parce qu'au-dessus du pot, il pousse sur ses jambes directes pour se mettre debout, la bourrique. Ah, d'accord. Ouais, d'accord. Donc, en fait, sinon, il se met debout. Alors, peut-être, on peut tenter quelque chose du type, j'ai l'impression que pour faire pipi, tu aimerais bien peut-être essayer debout. Alors, moi, à la base, je vais vous dire toujours de mettre un peu sans accroupi, évidemment. Mais si, dans cette phase-là, il voudrait essayer dans une nouvelle position, parce que j'ai oublié de le dire, mais quand l'enfant, il fait plusieurs déplacements, et en fait, il va faire des pipis dans tous les déplacements qu'il fait. Une fois debout, une fois sur le ventre, une fois sur le dos. Juste pour voir, est-ce que c'est pareil? Donc, peut-être essayer de voir, tiens, si tu veux, on te fait faire un pipi debout, par exemple, dans la baignoire ou dans la douche ou dans les toilettes, par exemple. Voir si déjà, ça l'apaise. Puis après, peut-être, par exemple, si on le fait aux toilettes debout, tiens, voilà, à faire pipi allongé, par exemple. Oui, c'est ça, en fait, il a besoin d'explorer. Et en fait, on va le laisser explorer et en fait, on va revenir après. Donc c'était ça. Donc, tu voulais voir comment c'était un pipi debout, par exemple. Tu as vu? Ok, ça fait pipi, mais bon, ok, une fois, 2 fois, on dit. Tu sais quand même, c'est si agréable que ça, tu as vu, c'est quand même plus contraignant parce que c'est plus long, j'en sais rien. Viens, on se remet assis maintenant. En fait, faut comment dire, si on va dans le non, 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 là, on crée beaucoup d'opposition et pas de coopération, c'est compliqué. Par contre, si on laisse l'enfant aller au bout de son exploration, après, il est satisfait et après, on revient à ce qu'on a fait comme d'habitude. J'ai envie de donner l'exemple de quand un enfant, vous allez lui faire découvrir un nouvel aliment. Vous voyez, je sais pas, des myrtilles à table. Il va découvrir les nouveaux aliments. Vous aimeriez qu'il le mette directement en bouche. En fait, non. Au départ, il va peut-être écraser, etc. Il va faire plein de trucs avec. Ça y est,
ta découverte, aller au bout de ton exploration. Vous voyez, un petit peu dans ce sens-là. Ok, tu as testé, tu manges. Et normalement, il va pas exploser les myrtilles à chaque repas. Vous voyez, il avait besoin d'explorer une nouvelle façon de faire. Et après, c'est bon, on remet le cadre quand même. Je dis pas oui, c'est bon, c'est comme tu veux. Ok, ah oui, on l'écrase, ah oui, ça fait de la couleur dans les mains, ça fait du jus, etc. On raconte. Une fois qu'on aura suffisamment raconté, 1 ou 2 fois après, il passera à autre chose. Vous voyez ? Est-ce que ça répond un petit peu dans ce parallèle-là ? Il va explorer quelque chose de nouveau. On le laisse faire, mais on le rappelle qu'il y a quand même d'autres positions de base. Ah, elle n'arrive pas à activer son micro. Alors c'est normal, on a coupé les micros justement pour voir les commentaires en chat et moi du coup je relais les commentaires auprès de Rokia. N'hésitez pas à écrire dans le chat, si Rokia les voit pas passer ou autre, moi je lui transmets en direct. Merci. Merci. Du coup, je reviens sur finalement ce circuit neuro. Comme quoi, c'est la répétition qui renforce l'expérience. Et on le sait pour tous les aspects finalement. Aussi bien, on va parler peut-être de sommeil, aussi bien dans le sommeil, c'est à force de répéter quelque chose de régulier que l'enfant il comprend comment ça marche, que voilà, à chaque fois qu'on va aller dans la chambre, on fait tel ou tel rituel, on va dormir, je vais être apaisée. Ça renforce l'expérience. Ça peut être pareil pour l'alimentation et ça peut être pareil pour la motricité. C'est la même chose pour la continence. On ne peut pas attendre d'un enfant que ça fait switch on, off. J'ai un commentaire, Rokia, qui dit que du coup, voilà, ça la perturbe un petit peu, la Chani. Elle est auxiliaire de puériculture et du coup, elle a appris toute autre chose pour ne pas dire le contraire. Ça lui fait drôle d'imaginer un bébé sur un WC, qu'elle serait curieuse de voir l'expérience. Et par contre, l'accompagnement par la communication, effectivement, c'est super et qu'elle va lire ton livre pour en savoir plus car elle est très intriguée. Voilà. Oui. Et Morgane te remercie pour tes réponses. Merci. Du coup, pour la personne qui est auxiliaire puéricultrice, c'est ça. En tout cas, rien que dans la communication, dans l'approche avec les enfants qu'on va rencontrer, il me dit, oui, quand un enfant me dit, même si l'enfant il a 12 mois, et il nous dit caca, on va pas rester là, les bras pendus maintenant, parce qu'on dit, ah, d'accord, donc il me dit quelque chose, il sent quelque chose, on va l'accompagner. Ça ne veut pas dire qu'à 12 mois, qu'il va aller au pot tous les jours. À chaque fois qu'il y aura des pipis ou des cacas dans le pot, c'est juste, on lui permet d'augmenter son expérience au fur et à mesure. Voilà. D'où le fait que la communication, c'est hyper important. Alors, comment faire comprendre l'association entre le pot et le pipi-caca ? Imaginons, j'ai un enfant de 2 ans qui demande souvent le pot, il passe beaucoup de temps, mais semble le prendre comme une chaise sur laquelle s'asseoir afin de lire ses livres. Je ne sais pas si ça arrive à beaucoup d'entre vous, si vous avez déjà connu ça. Je reprends justement finalement ce schéma parce qu'en fait, il y a une confusion dans les étapes. Vous avez saisi, quand on s'assoit sur le pot, l'enfant il n'a jamais fait pipi, on lui met des livres, on lui met plein de choses. Ok, pourquoi pas, je prends. Mais je n'ai pas compris ce qui s'y passe, ce que je suis censée sentir avant. D'où on reprend vraiment ces étapes d'observer, d'interpréter, verbaliser, puis proposer le pot. Déjà, ça met moins de pression à l'enfant. Il va tenter des éliminations peut-être dans la douche, un peu des éliminations un peu le matin, sans couche, etc. Après les repas, en fait, on va remettre en place des timings. Pour cela, il y a quand même 4 outils qui sont issus de l'hygiène naturelle infantile. Ça vient principalement d'Ingrid Bauer. On parle des signaux, donc c'est tout ce qui est communication infraverbale, même verbale d'ailleurs, langage corporel, gestuel, verbalisation. Un enfant il nous dit pipi, on comprend, qui dit pipi ou caca. Ça peut être les grimaces, vous savez, les enfants qui vont froncer un peu les sourcils, dilater les narines, ou souffler comme ça quand ils sont en train de faire pipi dans la couche. Vous voyez, ça peut être ça. Il y a aussi le timing. Pour moi, c'est le truc qui est rassurant, je vais dire, pour beaucoup de parents, c'est de les connaître, parce qu'on se dit c'est à ce moment-là qu'il y a une grande probabilité de faire un pipi. C'est pas, je rappelle, un dressage, c'est juste se dire que c'est une grande probabilité d'avoir un pipi. Et quand j'interroge et quand je vous pose des questions, évidemment, c'est pas facile de répondre en direct comme ça, mais quels sont les moments propices où vous allez faire pipi ? En fait, on se rend compte qu'on les connaît. Et on peut les appliquer à nos enfants parce que c'est des petits humains aussi, je crois. C'est pas des petits monstres, au contraire, c'est des petits humains. Et alors, du coup, pour eux, c'est pareil. À chaque réveil,
le matin ou de sieste. Donc peut-être que c'est quelque chose que vous connaissez dès que votre enfant se réveille le matin ou après la sieste, vous proposez le pot. Vous soyez professionnel ou pas. Vous voyez tiens, tiens, c'est un moment que je fais. Bah oui, gardez-le. Ça rassure l'enfant. Il sait qu'à chaque réveil, il y aura un petit câlin, peut-être, je ne sais pas, un petit câlin, puis un petit pipi, puis après, je ne sais pas, un jeu qui va avec, donc ça le rassure. C'est toujours la même chose. Ça va être après chaque repas. On me dit souvent qu'on fait avant le repas. Je dis, bon, bah, pourquoi pas, mais si vous faites avant le repas, il n'y aura peut-être pas après le repas. Sauf qu'après le repas, il y a une probabilité d'avoir un caca. Donc, pour ne pas surcharger l'enfant de propositions dans la journée, je dis, bah, peut-être privilégier plutôt le après le repas. Comme ça, il y a peut-être une probabilité d'avoir un petit caca. Et les transitions. Les transitions, quand je dis ça, ça ne parle pas trop. Mais en réalité, vous les connaissez. C'est par exemple quand vous allez d'un endroit à un autre. Quand vous rentrez chez vous, par exemple, après une journée de travail, une sortie au parc, etc. Vous rentrez, souvent, il y a peut-être un peu le rituel. Je rentre, je me lave les mains, je fais un petit pipi pour être libre dans ma tête et faire autre chose. Enfin, préparer le repas. En fait, c'est ces moments-là, les transitions. Chez l'enfant, ça se représente par quand l'enfant il va dans un endroit à un autre. Par exemple, il se rend chez la nounou, ou il rentre de chez la nounou, on vient à la crèche. Ça peut être quand l'enfant il sort de poussette, après une promenade, ou quand l'enfant il sort de l'écharpe de portage. C'est aussi une transition. On n'y pense pas, mais c'est le moment parce que pendant le portage, imaginons, l'enfant était très stimulé par tout ce qu'il regardait autour. Et en fait, le besoin d'élimination, il ne va pas se manifester. D'autant plus que l'enfant n'aime pas, en tout cas, ne veut pas faire pipi sur son porteur. Aussi. Bon, il le fait parce qu'on lui laisse faire. On dit, bah vas-y, t'as la couche, fais. Et puis souvent, il va peut-être faire une fois, il va montrer qu'il n'est pas content, il va des fois vouloir montrer qu'il veut sortir, vous voyez, de l'écharpe. Mais ça, c'est vraiment au tout départ, c'est dans les premiers comportements. Après, si on le laisse faire, bah, il fait. Hein. On dit, bah, on est OK avec ça, donc il continue. C'est un peu comme la couche. Si on est OK qu'il fasse caca debout avec la couche, il continuera. Vous voyez. Je ne sais pas si c'est une bonne chose que je vous ai dit ou pas, mais c'est pour prendre conscience de comment les habitudes elles se mettent en place. L'autre outil, c'est l'intuition. Alors là, c'est pas le plus facile, j'ai envie de dire, dans une société un peu déconnectée aussi de nos propres intuitions, de dire tiens, je sens que ça va être le moment, là, mon bébé va demander le pot, enfin, il va avoir besoin de faire pipi. C'est un peu plus dur. Donc, je ne demande pas aux parents de se fier vraiment à cette intuition-là. Et puis, la suggestion, ça représente un petit peu toutes mes étapes à moi, en fait. C'est Ingrid Bauer qui a parlé de suggestion. Donc, je suis OK. Je le reprends. J'ai entendu dire qu'il ne fallait pas dire bravo ou féliciter l'enfant qui fait sur le pot. Comment faire alors ? Simplement en validant les compétences de l'enfant. Le fait qu'il reconnaît les sensations. Waouh ! Mais t'as fait pipi dans le pot ? Mais c'est super, on est trop content. Hein. Mais tu as su que que tu avais besoin de faire pipi, tu as compris que quand ça chatouillait, tu allais avoir un pipi, c'est génial. Et on valide les compétences de dialogue et de coopération parce qu'on en a beaucoup besoin durant cette période. Waouh, mais je suis trop contente qu'en plus que tu me l'aies dit, tu as dit le mot pipi, j'ai compris, on est fusionnels tous les deux. Bref, voilà, j'ai un peu faim là, j'avoue. Mais en gros, c'est l'idée de waouh, on s'entend, on a coopéré ensemble. Voilà. Et en fait, c'est que comprendre que l'enfant il répond à ses propres besoins, c'est surtout ça. Le renforcement positif, ça concerne vraiment que l'enfant il se comprend. Je sais pas, j'avais pas forcément prévu d'aller aussi loin, mais je pense que c'est une question qui est intéressante. Oui, on peut terminer avec cette question-là, Rokia, sans souci, et puis voir après s'il y a des questions dans les commentaires pour les 5 dernières minutes, sans souci. D'accord. Peut-on rater l'apprentissage de la continence et créer des troubles de rétention chez son enfant comme l'encopresie ? Donc, l'encopresie, c'est ce qu'on appelle l'élimination involontaire de sel qui se trouve dans la culotte, notamment. On ne parlera pas d'encopresie avant que l'enfant ait 4 ans, de toute façon. C'est l'occasion, justement, de parler de la position physiologique à adopter dès la naissance. Je reviens sur cette fameuse position de caca debout, en fait. Là encore, dans ce cas de caca debout, on a quand même de la chance et que l'enfant fait caca. Mais souvent, quand l'enfant est debout, il va comprendre qu'il va peut-être pouvoir contracter ses sphincters. Enfin, en tout cas, son sphincter anal, il va pouvoir le contracter. Et en le contractant, il va se rendre compte qu'il n'a pas besoin de faire caca. Il n'a pas besoin de faire caca, il ne va pas être dérangé pour être changé. Il va pouvoir continuer son jeu. Vous voyez, une encopresie dite un petit peu secondaire au comportement.
Donc, dès le départ, quand on adopte la position physiologique, et ben, l'enfant, il comprend que ça fait du bien, c'est un soulagement confortable et il a envie de recommencer. Vous voyez, par rapport aux douleurs, au traumatisme, renoncer à recommencer. Là, je suis cool parce que je mets un enfant sur les toilettes. Du coup, parce que je ne trouve pas sur Internet, donc je suis obligée de les créer moi-même. Dans une formation, j'ai présenté justement ce que c'était un enfant qui fait caca debout, en fait, l'orientation de son sphincter. Pour vous montrer qu'en fait, on n'en trouve pas parce que sur les schémas d'anatomie, on le présente toujours vers le bas, l'anus. En fait, quand on est debout, il n'est pas vers le bas. Enfin, vous voyez. Donc, imaginez quel inconfort l'enfant il a à ce moment-là. Plus la couche qui comprime, je veux dire, la sortie aussi. Donc, j'en profite pour rappeler aussi que c'est pas le pot. Ok, c'est super les petits pots d'IBA, anatomique, physiologique, etc. C'est super, mais si l'enfant, par exemple là, vous voyez, il se met en arrière, il n'a pas la bonne position, dans tous les cas. Donc, c'est vraiment le corps qui se met en position physiologique. Un pot, en soi, si on s'assoit mal, il perd toute sa notion. Et voilà, avec les petites images pour vous montrer. En cas, j'ai une question justement, est-ce que tu as des marques de pots physio à leur recommander? Alors, le pot classique qu'on trouve en hygiène naturelle infantile, c'est celui qu'on va trouver sur le site EcoPitoon, le pot vraiment bas. Bon, c'est une petite contenance. Et là, l'enfant, il est vraiment au sol. Enfin, presque, il est quasiment vraiment en position accroupie. Mais je vous ai dit encore, s'il se met vers l'arrière, par exemple, les jambes tendues comme tout à l'heure, le pot, il ne sert plus à rien. Et voilà, vous l'avez, il n'est pas très stable aussi. Donc, moi, je ne l'ai pas testé parce que je voulais acheter le moins de matériel possible quand j'ai voulu pratiquer l'hygiène naturelle infantile, moi, de mon côté. Mais je vais dire que vraiment le plus physio du plus physio, et je pense que je l'ai trouvé, c'est pas un pot en réalité, c'est des toilettes turques pour enfants. Voilà. Et là, en fait, on serait sur le même pied d'égalité adulte et enfant. Mais moi, je suis pas prête pour ça, on va dire. Et je pense que pas grand monde est prêt. Donc, si on veut que ça soit physio, c'est comme ça. C'est en position accroupie. Mais la vraie question, c'est ok, est-ce que j'ai quand même d'autres pots de secours Le pot, il deviendra physio si on met la bonne position, encore une fois. Et bah oui, c'est ça, faut voir. Ça va être à nettoyer. En fait, c'est un peu comme une litière, j'ai envie de vous dire. Simplement. Pour chat, je précise au cas où. Les toilettes qu'on peut trouver dans les pots, en fait, il faut comprendre qu'ils ne sont pas vraiment si évolutifs que ça par rapport au gabarit de l'enfant. Pardon, j'ai vu le message qui est apparu. En fait, il faut se dire que, par exemple, si je vous présente un pot que j'ai ici, là, sur mon travail. Par exemple, celui-là, il est haut pour les enfants de 6 mois, mais il est bas, par exemple, pour un enfant de 3 ans. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, soit on essaie de compenser en mettant des marchepieds sur des petits pots, soit, en fait, on accepte l'idée qu'il n'y aura rien de totalement physiologique, des fois, à chaque période de vie. Et puis, quitte à parler du pot, je ne sais pas si vous voyez, celui-là. Alors, c'est vraiment mon dernier coup de cœur que j'ai trouvé. Pourquoi? Parce que déjà, je trouve qu'il ne coûte pas si cher que ça. Alors, je n'ai pas de partenariat dessus, je vous dis. Je l'ai vu en magasin, je n'ai pas d'enfant, et repos encore, mais bon, je trouvais ça trop chouette. C'est parce qu'en fait, il est composé de plusieurs parties. Déjà, un petit pot à l'intérieur, vous savez. Voilà. Pratique pour l'hygiène naturelle infantile quand on est entre les jambes. Et en plus, vous savez, il y a cette mousse. Parce que parfois, on ne trouve pas de tissu ou de mousse, en fait. Et en fait, on pourrait le mettre dessus, comme ça. Il faut maintenir quand même, à moins de trouver un système peut-être de scratch ou autre. Et après, vous voyez, ça devient pot, pardon. Ça devient un petit pot. Il a l'air gros, mais en fait, non, c'est une taille. Et ensuite, ça devient... Alors, j'ai oublié de vous montrer. Ça devient un pot, mais vous voyez, toujours avec la mousse, si vous voulez garder. Ou sinon, vous pouvez la retirer. Pour que l'enfant s'habitue un peu à la dure vie qu'on va tous sentir un jour, c'est-à-dire s'asseoir sur des toilettes petite enfance sans lunettes. Vous voyez un peu?
en maternelle. Ouais, on le confronte à la réalité. Mais bon, voilà. En gros, vous pouvez le retirer comme ça. Il a toujours son petit pot aussi. Et en général, quand même, on va garder ça pour vider, c'est plus facile. Mais surtout, regardez. Ouais, bah oui, pauvre Pichoun, voilà, c'est ça. En fait, vous avez vu. Il fait également réducteur de toilette et il marche sur les toilettes. Hein. Ça fonctionne. Hein. Et ça, on ne va pas le jeter. Ça fait un marchepied. Regardez, il y a des petits pieds. Vous voyez un petit peu. Et ce que j'aime finalement dans ce petit pot-là, encore une fois, je le dis encore, hein, encore et encore, la mousse, on peut le remettre sur le réducteur, vous voyez. Parce que moi, des fois, je trouve des modèles, ils ont toujours des petites fonctions qui sont sympas, mais jamais au même endroit. Ouais. Et du coup, ce que j'aime, c'est ça. Mais en fait, ce que j'aime vraiment, 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 c'est que parfois, les enfants, ils ont peur. Pas tous, hein. Mais il faut avoir en tête quand même. Ils peuvent avoir peur, vous savez, comment ça s'appelle ? Je n'ai plus les mots. Vous savez, à l'intérieur des toilettes, l'eau des toilettes, enfin bref, ils peuvent avoir peur de la profondeur. Parce que malheureusement, on voudrait s'assurer qu'ils ne vont pas tomber dedans, bah, ils ont un petit peu peur. Bah, en fait, ça permet de reprendre, vous savez, des éléments qu'ils connaissent déjà avec les pots et le remettre là-dessus sur les toilettes. Parce qu'il pourra faire pipi à l'intérieur et s'habituer au coin de toilette, qui fait pipi encore dans le contenant. Et petit à petit, on va décomposer, on va le retirer. Voilà, mon dernier coup de cœur. Et il coûte aussi cher, entre guillemets, qu'un pot avec moins d'options. Il coûte, je l'ai payé, je crois, celui-là, 39 €. Vous voyez. Ah, j'ai pas vu les messages. Il y en a eu. C'était des petites blagues, il fallait pas leur faire regarder Nemo. Voilà. Merci Rokia. Bon pour vous voilà. Ouais, merci. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Moi, je vais mettre dans le chat tout de suite ton accès à ton site web, et également auprès de tes réseaux sociaux, donc Miss Psychomote, hein, c'est pareil pour Insta, Facebook, on peut te retrouver sur ces réseaux-là. Si personne veut continuer pour suivre après avec toi en parallèle, n'hésite pas à te contacter. Il y a toutes les infos en plus sur ton site web, c'est plutôt bien fait. Ton livre, je conseille, parce que moi je l'ai acheté. Je l'avais acheté il y a quelques années en arrière, justement, pour mon aîné. Se passer des couches dès la naissance, là, il est vraiment top là, sur le HANI. Il est vraiment bien. Ça m'avait marqué d'ailleurs l'anecdote avec, justement, en Inde, qu'ils n'ont pas de petits pots de toilette en Inde. Hein, les bébés font directement. Enfin, ça m'avait vraiment fait halluciner là, quand tu parles de ce paragraphe-là. Merci à toi, merci infiniment de nous avoir rejoints sur ce salon. Encore une fois, donc, on met toutes les informations dans le chat et également le replay qui est accessible dès la fin de la semaine. Et il y aura toutes les infos aussi également pour te retrouver sous le replay. Chouette. Donc, je vais par des commentaires. Donc, merci beaucoup pour cette super conférence et pour l'organisation de celle-ci. Merci beaucoup. Voilà, donc tout le monde te remercie, Rokia. Merci pour ces infos bien précieuses. Merci. On vous dit à très bientôt et à très bientôt, Rokia. Merci à toi infiniment. Au revoir. Au revoir.